Ready to go? Do I have permission to go? Mr. Chairman, indeed, let's start the meeting. Right. Okay. I'll go on a count of five. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, bienvenue à nouveau, chers collègues, pour la première des deux réunions de la commission politique. Aujourd'hui, nous allons aborder deux de nos rapports. Tout d'abord, en ce qui concerne les relations entre l'OTAN et l'Union européenne, et deuxièmement, nous parlerons de la situation dans la région du Golfe. La deuxième réunion de la commission aura lieu demain et nous donnera l'occasion de débattre du rapport général révisé sur la Chine. Nous procéderons au vote sur le rapport spécial sur la COVID-19. Nous adopterons également la résolution qui concerne le rapport spécial sur la Chine, les résolutions, et nous élirons également les officiers au sein des sous-commission et commission. J'attire votre attention sur le fait que la liste d'amendements qui concerne le projet de résolution sur la stratégie transatlantique vis-à-vis de la Chine sont disponibles dans la section documents. Comme vous le savez, la date butoir était fixée pour les amendements à hier après-midi et la liste des amendements inclut également la position du rapporteur général sur chacun de ces amendements. Quelques annonces logistiques dans un premier temps et techniques. Si vous rencontrez des difficultés pendant notre réunion, veuillez écrire à l'animateur du chat et un responsable de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN vous apportera son assistance dans toute la mesure du possible. Autre solution, vous pouvez contacter également les responsables du scrutin à l'adresse email suivante vote@nato-pa.int vote@nato-pa.int. Tout d'abord, nous allons aujourd'hui procéder à l'adoption du projet d'ordre du jour. Mais nous allons également en profiter pour mettre à l'épreuve notre système de scrutin. Les responsables du secrétariat de l'Assemblée parlementaire, je vous invite s'il vous plaît à ouvrir le scrutin. Je vous invite à noter que votre accès à tous les scrutins pendant la réunion s'appuie sur l'information que vous aurez fournie au secrétariat de l'AP OTAN par le biais du secrétaire de votre délégation. Si vous êtes doté d'un droit de vote, eh bien, vous utiliserez l'adresse email que vous aurez déjà communiquée. Si vous êtes inscrit à cette séance de travail par le biais d'une autre adresse email, je vous invite à corriger celle-ci. Alors, nous allons donc lancer le scrutin pour adopter l'ordre du jour. Les membres doivent cliquer sur Poll, scrutin, P-O-W-L, à droite sur votre écran et cliquez pour adopter l'agenda, le rejeter ou vous abstenir. Vous disposez d'1 minute pour voter et un compte à rebours apparaîtra en bas de l'écran. Je vous invite à procéder au vote. S'il vous plaît, j'invite le secrétariat à lancer le décompte. Il nous reste encore 15 secondes. Cinq secondes. Voilà, nous allons clore le scrutin et publier les résultats, s'il vous plaît. Puis-je demander au directeur de la commission d'annoncer les résultats? Monsieur le Président, nous avons 18 votes en faveur de l'adoption,
de l'ordre du jour. Personne ne s'est abstenu et personne n'a voté contre. L'ordre du jour est donc adopté et nous voyons que le système de scrutin fonctionne. Ça, c'est important. Alors, je précise que les résultats sont meilleurs que dans la commission permanente. Lorsqu'au sein de la commission permanente, nous avons testé ce système de scrutin, ça n'a pas très bien fonctionné, mais cette fois-ci, ça n'est pas le cas. C'est une bonne nouvelle. Nous aurons d'autres occasions de tester ce système de vote. J'aimerais maintenant demander à la Commission d'adopter les comptes rendus des 3 réunions précédentes. Londres, lors de la dernière session annuelle, il y a un peu plus d'1 an, et puis nos 2 réunions en ligne qui se sont tenues en juillet et en août. Mettons ces comptes rendus aux voix et lançons le compte à rebours, s'il vous plaît. Et à nouveau, nous procédons tout comme nous l'avons fait pour le projet d'ordre du jour. La procédure électorale est la même. Il nous reste 50 secondes. 15 secondes, pardon. Correction de l'interprète. Le scrutin est clos. Monsieur le Président, à nouveau 18 voix pour. Non, pardon, ce sont les anciens résultats. Nous attendons les nouveaux résultats. Voilà. Les résultats sont quasiment identiques avec un peu plus de voix qui se sont exprimées, donc 20 voix pour l'adoption de ces comptes rendus. Très bien. Nous passons au prochain point à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen des commentaires du secrétaire général de l'OTAN, président du Conseil de l'Atlantique Nord, sur les recommandations de politique générale adoptées en 2019 par l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Peut-on proposer l'adoption de ces commentaires du secrétaire général, ou plutôt pris en note, je crois que c'est le terme exact. Y a-t-il des objections? Non? Eh bien, nous poursuivons. Nous en venons maintenant à l'examen du projet de rapport révisé de la sous-commission sur les partenariats de l'OTAN, intitulé « Le partenariat OTAN-UE dans un contexte mondial en mutation », qui sera présenté par Sonia Crimi de la France, rapporteure. Je donne la parole au rapporteur. Sonia, c'est à vous pour présenter le projet révisé de rapport. Vous avez la parole, madame. De la commission, mes chers collègues, c'est avec un grand plaisir pour moi que je vous présente aujourd'hui le rapport révisé de la commission sur les partenariats de l'OTAN, sur le partenariat OTAN-Union européenne dans le contexte mondial en mutation. Alors, ce rapport a été adapté depuis notre dernière réunion pour prendre en compte, comme je m'y suis engagée, vos remarques, vos suggestions très pertinentes. Il devrait l'être à nouveau sur 2 points. Les dépenses des alliés européens et l'accès des États tiers, qui font bien évidemment l'objet de développements importants après la remise de cette version révisée au secrétariat international. Ce dernier a travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines pour que nous ayons en temps et en heure tous les documents dans les 2 langues de travail de l'OTAN.
C'était vraiment un véritable tour de force, rendant inappropriées les modifications de dernière minute. Mais je m'engage devant vous aujourd'hui à le faire pour la version finale et je remercie le secrétariat international pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour qu'on puisse avoir une session réussie. Permettez-moi d'abord d'en exposer à nouveau brièvement les points principaux. Chacun, selon son organisation, son mandat et ses modalités, l'OTAN et l'Union européenne œuvrent tous les deux pour un destin euro-atlantique commun, lié par des valeurs communes de la démocratie, de l'état de droit, de l'égalité entre les femmes et les hommes et des droits de l'homme. L'OTAN, l'Union européenne, partagent aujourd'hui 21 membres et sont présentes dans les mêmes zones à travers le monde. L'OTAN et l'Union européenne aussi sont des partenaires naturels qui affrontent les mêmes défis stratégiques et menaces globales. Leur coopération est plus que jamais cruciale face aux enjeux géopolitiques partagés toujours, tels que l'instabilité au sud, le changement climatique, la montée en puissance de la Chine, la guerre hybride ou encore les technologies émergentes. Nous l'avons démontré que la gestion de la crise Covid-19 a démontré la valeur de la complémentarité et la coordination entre les deux organisations aujourd'hui. L'OTAN a fourni un important soutien militaire et logistique. L'Union européenne a mobilisé plutôt des réponses politiques et socio-économiques et va se doter des mécanismes de réponse rapide spécifiques dans le domaine de la santé. Les deux organisations se sont fortement mobilisées contre la désinformation et les menaces hybrides pendant cette crise qui continue malheureusement toujours. Cette crise illustre aussi par l'exemple le considérable renforcement de la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, à l'œuvre depuis la signature de la déclaration commune entre l'OTAN et l'Union européenne en 2016, en marge du sommet de Varsovie. Cette déclaration avait identifié à l'époque 7 domaines de collaboration. Beaucoup a été fait et nous devons tous ici nous en féliciter. Reste toutefois en suspens quelques questions qui compliquent la mise en œuvre complète de ce partenariat stratégique aux yeux des deux organisations entre alliés. Je pense qu'il faut se dire aussi les choses pour la crédibilité de nos rapports et la crédibilité de nos échanges. Depuis 2016, la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne s'est en effet considérablement approfondie sur le plan stratégique et opérationnel, avec le progrès notable dans les domaines de mobilité militaire, de cybersécurité, de la lutte contre les menaces hybrides. Le succès en matière de coopération maritime opérationnelle, en particulier en Méditerranée avec les opérations Sophia de l'Union européenne et Sea Guardian de l'OTAN, ce sont bien évidemment à souligner. Aujourd'hui, l'OTAN et l'Union européenne maintiennent un contact régulier et étroit. Toutefois, cette synergie reste encore incomplète, handicapée par des failles institutionnelles et parfois une suspicion mutuelle. Ainsi, les réunions OTAN-Union européenne de haut niveau se déroulent dans un cadre informel qui empêche le partage d'informations classifiées. J'ai eu l'occasion de l'exprimer lors de notre excellent webinaire avec le secrétaire général adjoint de l'OTAN, mon inquiétude sur l'absence d'invitation adressée à l'Union européenne lors des dernières ministérielles défense. Une participation pourtant établie depuis 2016. Le secrétariat général adjoint nous a heureusement rassurés sur ce point et sur le caractère exceptionnel. Il a mis en avant des problèmes institutionnels et organisationnels. Pardon. Donc il a mis, je répète, il a mis en avant des problèmes organisationnels. La formalisation de la coopération Union européenne-OTAN serait sur ce point-là, comme d'autres, un véritable atout. Les efforts de l'Union européenne suscitent des inquiétudes parmi les alliés non membres de
l'OTAN. La définition de groupement tactique, la création de la CSP, du FEDEF, sont autant d'exemples. En même temps, nous avons les progrès de l'Union européenne sur les développements capacitaires qui peuvent être aussi qualifiés de timides à ce jour. Les regroupements tactiques n'ont jamais été déployés. L'accord des leaders européens sur le prochain budget pluriannuel de l'Union européenne a conduit à réduire les budgets prévus pour les projets de défense. Ainsi, le budget pour la mobilité militaire, domaine de coopération important, a été ramené à 1,5 milliard d'euros. Les budgets prévus pour le FEDEF également et la Facilité européenne pour la paix ont été revus à la baisse. Je crois que nous devons, malgré tout, souligner positivement les efforts européens en matière de défense et de sécurité. Le renforcement des capacités au sein de l'Union européenne contribue également aux capacités de l'OTAN. Par exemple, 38 des 47 projets de la CSP reflètent les priorités de l'OTAN. Les nouvelles projections de l'OTAN sur les dépenses de défense en 2022, publiées après la date de remise de mon rapport, participent aussi à cette vision optimiste. Les dépenses de défense des alliés européens et aussi du Canada devraient poursuivre leur forte progression depuis 2015. Pour augmenter de 4,3 en 2020. 7 alliés européens aussi devraient atteindre le seuil de 2% du PIB dédié à la défense en 2020 et ainsi rejoindre les 3 membres qui atteignent déjà ces 2%. Et il en va de même pour 16 alliés pour le seuil de 20% de leur budget de défense dédié à l'équipement. Ces efforts tiennent compte des 7 pays membres de l'OTAN, non membres de l'Union européenne. L'accord trouvé le 5 novembre parmi les États membres de l'Union européenne ouvre la voie de la participation des États tiers au projet PPSD, permettant ainsi leur accès aux projets de développement et de capacité de défense de l'Union européenne. L'Union européenne comme l'OTAN se sont engagés sur la voie d'un dialogue approfondi pour accroître les capacités des alliés européens, tout en évitant les écueils des 3D, duplication, découplage et discrimination. Ce dialogue doit être bien évidemment toujours approfondie. Permettez-moi, mes chers collègues, maintenant brièvement, de mettre en avant quelques points qui ont été intégrés dans le rapport, comme je vous l'ai promis, pour refléter vos commentaires. Ainsi, le rapport révisé met l'accent sur la perspective de l'OTAN afin de mieux refléter les priorités de l'Alliance dans son ensemble. Il souligne également que l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité européenne reste crucial, même si les alliés européens développent davantage leurs capacités. Le rapport révisé également fait le point sur les détails de la coopération actuelle dans les dimensions des menaces hybrides, de la cybersécurité et souligne également le rôle des 2 organisations de le renforcement des capacités de nos partenaires. S'agissant des dynamiques qui doivent être abordées pour combler les obstacles à une plus étroite collaboration entre l'OTAN et l'Union européenne quant à la formalisation des relations de coopération opérationnelle et en particulier de la relation complexe que la Turquie entretient actuellement avec les autres membres de l'Alliance et de l'Union européenne. Il nous faut néanmoins saluer la reprise des pourparlers exploratoires entre la Turquie et la Grèce, on félicite les 2 pays pour cela, pour résoudre leurs différends. Reprise dans laquelle le mécanisme de déconfliction mis en place par l'OTAN a joué un rôle très important, un rôle essentiel. Il est également important de nous rappeler qu'en tant qu'alliés, nous sommes engagés à poursuivre les mêmes objectifs, les mêmes buts.
assurer la stabilité, la prospérité sur nos territoires respectifs et dans notre voisinage. Et à cette fin, les échanges d'informations sont un outil, j'insiste, essentiel. J'ai enfin reçu un amendement de la délégation ukrainienne, je les remercie, au paragraphe 17, où nous mentionnons l'annexion de la Criée, qui suggère d'y rajouter le mot illégal, ainsi que la mention de l'invasion dans l'est de l'Ukraine. Je serai heureuse, bien évidemment, d'accepter cet amendement et de modifier cette phrase pour refléter au mieux le sens de l'amendement ukrainien. Mes chers collègues, pour conclure, je rappelle 3 propositions que fait mon rapport pour donner un nouvel élan au partenariat OTAN Union européenne. Primo, en comblant nos différents politiques. Nous devons avancer sur la formalisation de nos relations, ce qui faciliterait l'échange d'informations en utilisant des accords, les accords de Berlin Plus. Deuxièmement, cette coopération pourrait de plus être utile et doit utilement mettre à l'œuvre, d'une part, mieux appréhender les conséquences de la montée en puissance de la Chine sur la scène internationale et mieux évaluer ensemble les opportunités et les défis qui en découlent à travers un dialogue structuré. Et troisièmement, dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui présente à la fois des opportunités pour notre alliance, mais des risques aussi pour la sécurité euro-atlantique. L'inauguration réussie du hybride CO en 2016 pourrait ici servir de modèle. Mes chers amis, collègues, nous devons continuer à travailler pour l'approfondissement des relations OTAN-Union européenne, car elles sont motivées par nos intérêts sécuritaires communs, mais aussi par les valeurs que nous partageons. Je formule donc le souhait ici devant vous que le renforcement du lien transatlantique et de ce partenariat soit de nouveau à l'agenda des alliés dans tous les prochains mois. Si vous le souhaitez, je pense que voilà, Lord Campbell a sonné la fin de mon intervention. Je vous remercie de votre attention. No, no. Well, actually, it's not my birthday. En fait, Sonia, ça n'est pas ma cloche puisque je me trouve dans la Chambre des Lords et il y a encore des sessions en cours, donc vous entendez les cloches qui sonnent, mais ça n'était pas un signal pour vous interrompre et certainement pas pour interrompre votre excellent exposé. Y a-t-il des questions ou commentaires? Nous allons donner la parole à ceux qui souhaitent intervenir et ensuite vous aurez la possibilité de répondre. Donc, y a-t-il des questions ou des commentaires? Oui, Monsieur le Président, effectivement, il y a 4 délégués qui ont demandé la parole. Oui, alors juste avant qu'ils ne le fassent, nous avons un autre rapport important, donc je vais demander que vous vous en teniez à des interventions d'1 minute, s'il vous plaît. Oui, tout d'abord, nous avons Monsieur Chris Peters du Parlement européen et chef de délégation du Parlement européen auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon collègue, parce que le rapport est excellent. Thank you very much for this very important report. I think Merci important pour ce rapport très important. Je crois que vous avez souligné toute l'importance des relations entre les 2 organisations qui sont extrêmement complémentaires. En l'occurrence, 1 + 1 = 3 et non pas 2. Nous travaillons en très bonne intelligence. En ce qui me concerne, il me paraît important de souligner le fait que, comme vous l'avez dit, le budget
est là pour servir la mobilité militaire, la cybersécurité et d'autres domaines. Et comme vous le savez, il y a aussi une possibilité d'utiliser, par exemple, la Banque européenne d'investissement, notamment dans le domaine de la mobilité. Mais bon, je vais être bref et concis, mais je voudrais simplement dire que les relations avec le Parlement européen, entre le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN devraient se renforcer. L'état actuel de cette relation ne nous permet pas d'être suffisamment actifs, nous ne pouvons pas voter et ainsi de suite. Donc j'espère qu'à l'avenir, nous allons pouvoir devenir membres à part entière de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pour que nous puissions réellement intervenir. Bien, merci beaucoup d'avoir été bref. Alors, Andrus, nous avons maintenant notre collègue d'Italie, Paolo Fomentini. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, je note que au point 37, on nous demande une opinion qui, à mon avis, les choses sont formulées de façon un petit peu trop forte. On parle de l'Union européenne comme jouant un rôle indépendant du point de vue de la sécurité et on parle de quelque chose d'irréversible, mais nous ne sommes pas marxistes et ce ne sont pas les idées auxquelles nous souscrivons. Donc je pense qu'il faudrait être un petit peu plus prudent. Et puis le paragraphe 45 contredit cela en soulignant les différentes positions de la France et de l'Allemagne concernant notre sécurité à venir. Et puis cette utopie qu'est l'armée européenne. Alors, je suis d'accord avec la partie qui concerne la Chine et notamment avec tout ce que nous avons pu voir. Oui, alors, nous allons entendre l'intervenant suivant. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, je voudrais féliciter Sonia pour un très bon travail avec ce rapport. Je vous prie de m'excuser de vous interrompre. Mais j'espère que vous n'allez pas faire une trop longue intervention puisque le temps est limité. Non, comme j'ai essayé de le dire dans la réunion précédente, et puisque Sonia y a fait allusion, on voit qu'il y a beaucoup de soupçons de la part de l'Union européenne vis-à-vis de la Turquie quand on regarde ses relations entre l'OTAN et l'Union européenne. Alors, comme nous l'avons dit, nous souhaitons nous appuyer sur l'OTAN pour notre défense collective et si un État membre ne participe pas à des opérations, notamment du point de vue du budget de défense, il faut quand même noter que pendant environ une décennie, l'Union européenne n'a pas rempli ses promesses et l'Union européenne demandait beaucoup de souplesse de la part de la Turquie, notamment sous l'influence des Chypriotes grecs, contrairement aux engagements qui avaient été pris par la République de Chypre.
qui veut dire que Chypre ne devrait pas pouvoir être membre de cette organisation où la Turquie n'est pas membre. Mais vous connaissez la position turque et j'espère en tout cas que les choses vont pouvoir progresser à l'avenir. Merci beaucoup, Ahmed, de votre brièveté. Et alors, nous avons plusieurs délégués qui ont demandé la parole. Nous avons... Bien, je voudrais en tout cas vous demander de vous limiter à 1 minute. Alors, nous avons un délégué de la Grèce, Madame Tsakri. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τη συνάδελφο για την πολύ καλή εισήγηση. Θέλω να τη ρωτήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να εξερευνά. Merci beaucoup. Alors, je voudrais poser une question. L'Union européenne envisage une autonomie par rapport à l'OTAN et si l'on s'en tient à ce qui a été dit par le président français concernant l'autonomie stratégique de l'Europe et d'autres propositions qui ont été faites aussi par des représentants allemands. Nous avons entendu récemment notamment les socialistes allemands s'exprimer à ce sujet. L'Europe semble chercher à jouer un rôle plus actif. Quand cela sera réalisable, et ceci ne va pas à l'encontre des objectifs de l'Alliance, mais comment pensez-vous que l'OTAN devrait réagir face à ces propositions faites par l'Union européenne qui souhaite jouer un rôle plus actif pour la sécurité et la défense? Bien, merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Oui, et maintenant nous donnons la parole à la chef de la délégation grecque, Marietta Guinakou. Combien y a-t-il de demandes de parole? Oui, il y a encore 1 ou 2 personnes après cela. Très bien, alors nous allons clore la liste. Marietta. Εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Κρίμη για την Je voudrais féliciter Sonia Krimi pour son rapport très intéressant. L'avenir des relations entre l'OTAN et l'Union européenne réside dans la coopération. Bien sûr, l'Union européenne peut acquérir un système indépendant sur le plan de la sécurité et cela ne va pas détruire l'OTAN si nous travaillons ensemble. Alors, il a été dit que Chypre ne pouvait pas devenir membre d'une organisation dont la Turquie ne serait pas membre. Eh bien, je dois dire que la façon dont les choses se passent, c'est qu'il y a des critères à remplir pour devenir membre de l'Union européenne. Et cela s'applique à la Turquie et cela résoudra ce problème avec Chypre. Donc, qui peut dire que Chypre n'a pas le droit d'être membre d'une organisation dont la Turquie ne fait pas partie? Chypre est membre de l'Union européenne et nous ne sommes pas opposés à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Bien, Monsieur le Président, nous avons maintenant Thomas Waleczek. I will be brief, just 2 points, none of which. Merci beaucoup. Je vais être très bref. Ce ne sont pas des amendements. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Madame Criny pour son excellent rapport. Vous avez cité mon rapport dans votre bibliographie, donc bon, moi je suis favorable à votre rapport. Et plus sérieusement, je souhaitais souligner le besoin d'avoir une coopération plus approfondie pour protéger les infrastructures essentielles face aux cyberattaques. Je sais que ça ne paraît pas si important que ça, mais l'OTAN est confrontée aujourd'hui à une situation où nos adversaires peuvent obtenir des effets stratégiques en utilisant des moyens non militaires, en ciblant nos infrastructures essentielles, en utilisant des cybermoyens. Et l'OTAN se trouve dans une situation paradoxale parce qu'elle dispose de très peu de moyens pour mieux mobiliser les instruments des États membres comparés à l'Union européenne. Et donc, moi,
je pense que peut-être que ça aurait été bien de souligner l'importance de d'approfondir notre coopération pour ce qui est des cyberattaques contre nos infrastructures essentielles. Mais sinon, je pense que c'est un excellent rapport et félicitations. Est-ce que la liste est terminée ou est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir? Andreas? Oui, excusez-moi. Nous avons toujours Monsieur Paolo Formentini. Il a déjà pris la parole tout à l'heure, mais il souhaite réintervenir. Donc, est-ce que c'est terminé? Je pense qu'il parlait à nouveau. Il a 30 secondes alors. Monsieur Formentini. Pardon? Allez-y. Je pense que votre micro ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton pour parler? Je pense que nous l'avons perdu. Eh bien, je suis vraiment désolée, mais je pense que nous devons donner la parole à madame Crimi. Sonia. Monsieur le directeur de notre commission, Monsieur le Président, je vais être très très rapide pour laisser effectivement la place à mon collègue turc. Pour répondre à Monsieur Chris Peters, qui est membre du Parlement européen, effectivement, je suis favorable à ce qu'il vient de dire. Le Parlement européen doit se rapprocher un peu plus avec le Parlement européen. Donc, les relations entre le Parlement européen et notre Assemblée parlementaire de l'OTAN et une coordination et une relation cruciale qu'on peut que souligner. Après, à mon niveau, c'est une décision qui doit se prendre entre les bureaux. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas à mon niveau, en tout cas, de vous répondre sur l'institutionnalisation, en tout cas, de cette relation. Mais je suis, à titre personnel, totalement favorable à ce que vous venez de dire. Notre collègue italien, Paolo, Formentini, par rapport, vous m'avez précisé le paragraphe 37. Sur l'évolution de l'Union européenne est un cadre de sécurité autonome sans ensemble irréversible. Je vous rassure, on n'est pas dans un débat du tout marxiste. En fait, j'ai essayé en tout cas de préciser qu'il y a une évolution vers une autonomie qui répond à une évolution stratégique de nous tous en fait. Donc voilà, j'apporte un petit peu une nuance effectivement à cette phrase-là. Sur le paragraphe 45, je fais également une nuance avec l'Allemagne et la France en fait. En fait, voilà, c'est des nuances et pas des divergences. Ça, voilà. Donc l'objectif est là en fait. Voilà. Donc c'est ce que je peux répondre en tout cas sur vos deux points. J'essaye d'être rapide toujours. Sur Ahmed Diz, merci de votre question. Donc je comprends. Encore une fois, à titre personnel, je comprends tous vos remarques. Je peux dire que l'Union européenne a un processus d'adhésion qui est très clair avec des règles et elle les applique pour les pays candidats en toute objectivité. Elle essaye en tout cas d'être la plus objective possible. Donc voilà ce que je peux répondre à ce niveau-là, mais je comprends votre position. Pour notre collègue de Tazakri, Théoda, vous m'avez précisé par rapport aux prises de parole qui est très forte, en tout cas au niveau de l'Union européenne, par rapport à avoir une défense européenne. Je n'ai pas du tout parlé de cela dans mon rapport, hein, pour dire armée européenne, pour reprendre un peu vos termes. Je n'ai pas du tout parlé de cela dans mon rapport. Pas parce que ce n'est pas important, parce que ce n'est pas quelque chose qui est partagé par ni par l'Union européenne, ni par l'OTAN. C'est complémentaire. Le renforcement, d'ailleurs, de
les capacités de défense de l'Union européenne, ça répond à une demande de partage de charges et de responsabilités qui était faite par d'autres pays tiers. Et comme il a dit Monsieur Peters, 1 plus 1 est égal à 3. Et pas à 2. Donc, il y a un effet de synergie qui se mettra en place et je pense qu'il ne faut pas en voir toujours en cela plutôt une attaque d'une institution vers l'autre ou vice-versa. Pour répondre encore une fois, les 2 dernières questions, il y a Marietta, ce n'est pas une question, mais votre opposition pour l'adhésion, pour soutenir l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, je la note aussi. Et je finis par la 6e question de notre collègue pour souligner les problèmes, des cyberattaques. Je suis totalement d'accord avec vous. On est des députés et on représente nos peuples évoluent et les risques dans nos sociétés évoluent aussi. Si aujourd'hui des organisations comme l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et l'OTAN en général ne se mettent pas à jour pour regarder en face les réalités, et on en fait beaucoup déjà, mais je pense que c'est important de souligner que nos efforts doivent se multiplier encore face aux cyberattaques. Je vous remercie énormément. Okay. Well, we've had very Merci. Nous avons eu un débat et une discussion très intéressante. Alors, nous allons passer à l'adoption du rapport. Donc, je vais vous demander de voter à nouveau. Et donc, je vais demander à ceux qui s'occupent de ce vote de s'occuper de cela et de commencer le minuteur. Et si vous appuyez sur le bouton Pause à l'écran, eh bien, vous pourrez voir oui, non et abstention. Est-ce qu'on peut lancer le processus maintenant? Mr. Chairman, as the Monsieur le Président, pendant que les délégués sont en train de voter pour le rapport, je voulais vous dire que Monsieur Jonkar, notre collègue turc, a demandé la parole et donc je vais vous demander peut-être de lui donner la parole à la fin du vote. Est-ce qu'il s'agit d'un commentaire sur le document? Je ne sais pas du tout. Nous allons le découvrir. Donc nous lui donnerons la parole une fois que nous aurons terminé de voter. 5 seconds. Time's up. So may we have the result of the vote? Nous allons voir les résultats du vote. Oui, Monsieur le Président, nous devrions les voir dans un instant. Et oui, nous avons 16 votes pour, 1 vote contre et 4 abstentions. Très bien. Et donc le rapport est adopté et nous devons remercier notre rapporteur. Il s'agit d'un sujet qui ne va pas rester gelé, qui va continuer d'évoluer et dans une certaine mesure, cette évolution va être affectée par le comportement adopté par le prochain président des États-Unis et l'attitude aussi des États-Unis. Et il y a eu énormément d'incertitudes à cause du président Trump vis-à-vis de l'OTAN au cours de son mandat. Alors, je vais donner 1 minute à notre collègue turc. Lord Campbell, for the floor. Merci beaucoup Lord Campbell de m'avoir donné la parole. Je souhaitais formuler un commentaire sur le sujet qui nous intéresse. De manière générale, j'insiste pour que nos évaluations soient justes. Ici, si l'on regarde ce qui s'est passé dans les îles avec la Chypre turque qui a accepté un référendum, la partie grecque qui l'a refusé, et finalement la partie grecque chypriote l'a emporté et a été acceptée au sein de l'Union européenne.
ce qui a résulté en la coexistence de 2 entités distinctes, ce qui, crée un certain nombre de problèmes au sein de l'Union européenne, dont nous, constatons aujourd'hui les conséquences et l'impact sur la coopération au temps UE. Donc je pense qu'il faut rappeler les faits chaque fois que nous traitons de cette question. Merci, nous vous avons entendu. Puis-je désormais féliciter Sonia? Il s'agit d'un sujet important, très bien décrit dans ce rapport et très bien analysé. Merci beaucoup. Nous en venons maintenant à l'examen du projet de rapport révisé, en ce qui concerne, la dynamique, sécuritaire et politique, dans les pays du Golfe, présenté par Ahmed Yildiz, qui en est le rapporteur. Ahmed, je vous donne, la parole. Nous avions prévu de terminer cette, séance de travail dans 9 minutes, ce qui ne sera clairement pas le cas, mais je propose à tous les collègues de poursuivre au-delà de l'heure de fin prévue pour, nous donner l'occasion de débattre de ce rapport qui est tout aussi important que celui que nous venons d'entendre. Donc Ahmed, n'ayez pas le sentiment que vous deviez vous précipiter, mais je serai néanmoins vigilant sur la règle, de la minute par intervenant pour permettre, aux différents intervenants de poser leurs questions. Ahmed, vous avez la parole. Heu, J'aimerais demander au rapporteur monsieur Yildiz de demander la parole en cliquant sur le bouton pour que nous puissions l'afficher à l'écran. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il est difficile de rédiger un rapport sur la région du Golfe. Dans le projet de rapport qui vous a été présenté au mois d'août et qui vous est présenté à nouveau aujourd'hui, j'ai tenté de présenter la complexité des dynamiques régionales, politiques et sécuritaires et des différents objectifs poursuivis par les différents pays de la région. Le Golfe se divise selon différentes lignes de faille qui concernent non seulement la rivalité qui existe entre l'Arabie saoudite et l'Iran, mais également le conflit qui a lieu au sein du Conseil de coopération du Golfe en ce qui concerne les politiques indépendantistes du Qatar. Je J'aimerais également, dire que les accords récents qui ont été signés entre Israël et les Émirats arabes unis et le Bahreïn constituent également une autre ligne de crête au sein du CCG. La confrontation entre les États-Unis et l'Iran a également, fait l'objet d'une escalade qui a culminé en 2019 et au début de l'année, 2020, alors que l'Irak a connu des troubles qui ont atteint un niveau, alarmant au début de cette année. Les conflits qui ont lieu en Syrie et au Yémen, qui sont les pires, de la région et qui affectent aujourd'hui cette région du Golfe, sont loin d'être résolus. Avec des millions de victimes ou de personnes déplacées, le Yémen aujourd'hui est devenu également un havre pour les terroristes. Autant d'évolutions qui ont lieu dans un contexte de pandémie Covid-19 qui n'est pas sans avoir des incidences dévastatrices pour la région en ce qui concerne la crise sanitaire et également l'effondrement des prix des produits pétroliers qui sont bien sûr une source de revenus vitale pour les pays du Golfe. Ceci étant, l'objectif de mon rapport n'est pas de présenter la situation dans le Golfe comme étant complètement désespérée. Malgré cette pléthore de tensions et d'animosités, les pays du Golfe ont pour l'instant réussi à éviter une guerre ouverte entre eux. Des vagues d'escalade sont généralement suivies par des tentatives de désescalade ou de négociation, car il en va de l'intérêt général d'éviter la guerre. Mais bien évidemment, nous ne devons pas partir du principe que cette tendance est prise pour acquise. La principale conclusion de ce rapport est la suivante. Nous devons saisir toutes les occasions qui se présentent à nous pour surmonter les impasses et pour lancer de nouvelles initiatives de coopération et de diplomatie dans le Golfe. La pandémie peut constituer une occasion de ce type pour mettre de côté les intérêts nationaux étroits et pour promouvoir des efforts internationaux pour aider les pays les plus touchés par le virus et pour promouvoir un processus de réconciliation régionale plus large. Cette occasion ne doit pas être perdue et la communauté euro-atlantique, c'est-à-dire nous, doit jouer son rôle. Très chers collègues, la stabilité et la paix dans la région
sont synonymes de stabilité pour les alliés de l'OTAN. Nous ne pouvons pas ignorer la proximité géographique de la région du Golfe, comme cela a été dit par le ministre grec également. Nous devons percevoir cette région par le prisme de nos intérêts communs et de nos défis de sécurité partagés. Nous devons œuvrer ensemble avec les pays du Golfe également pour renforcer la sécurité régionale et pour lutter contre les menaces partagées telles que le terrorisme, la prolifération des armes et les cyberattaques. Afin de mettre en place un environnement plus stable, l'Alliance participe à un certain nombre de partenariats dans la région depuis le début des années 1990 et notamment depuis 2004 lorsque l'OTAN et 4 pays du Golfe, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis ont lancé l'initiative de coopération d'Istanbul pour favoriser les partenariats dans les domaines d'intérêt commun. Nous devons poursuivre ces efforts et les redoubler en renforçant et en élargissant les partenariats dans la région, tout en aidant à solidifier les initiatives de coopération et de diplomatie présentes dans la région. Permettez-moi maintenant de rapidement résumer les points d'information qui ont été ajoutés dans ce rapport depuis notre réunion du mois d'août. Tout d'abord, en ce qui concerne le programme nucléaire iranien, je précise que si les Européens et les États-Unis ont un point de vue relativement différent sur l'Iran, ils partagent néanmoins un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne ce programme et en ce qui concerne également un certain nombre d'initiatives de politique étrangère iranienne. Je souligne également les derniers événements et les dernières évolutions en ce qui concerne les engagements de l'Iran vis-à-vis du JCPOA. Suite au retrait des États-Unis de cet accord, l'Iran a annoncé qu'elle réduirait également ses engagements et a donné suite à ces annonces en 2019 en limitant l'accès à ces installations nucléaires pour les inspections internationales. Cela a été dit par notre collègue britannique. Ceci étant, en août 2020, l'Iran est revenu en arrière en autorisant les représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique à inspecter 2 sites nucléaires autrefois inaccessibles. C'est une évolution positive. Dans la nouvelle version du rapport, j'ai également étoffé les références faites au rôle de la Chine dans le Golfe. Même si la Chine possède des pions dans la région, c'est-à-dire que 40% du brut chinois passe par le détroit d'Ormuz, la Chine s'est bien gardée d'y déployer des capacités navales. Ceci étant, la Chine est impliquée dans des ventes d'armes dans la région et l'année dernière a réalisé des exercices navals avec l'Arabie saoudite et l'Iran. Nous devons par conséquent garder un œil attentif sur la posture qui évolue de la Chine dans le Golfe. En ce qui concerne la guerre au Yémen, en juillet 2020, l'Arabie saoudite a renouvelé ses tentatives de médiation pour obtenir un accord de paix entre les Houthis et les forces anti-Houthis. Malgré tout, les hostilités au Yémen se poursuivent malgré les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui appellent à la fin des combats pendant la période de pandémie. Pour ce qui est du commentaire formulé par l'un de mes collègues lors d'une réunion précédente, j'ai pris la liberté de décrire les efforts de reconstruction dans la période post-guerre en Syrie, en tenant compte, bien sûr, des efforts nécessaires pour réunir les conditions économiques permettant de sortir ce pays du conflit. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a estimé que la Syrie aurait besoin d'au moins 250 milliards de dollars américains pour réparer les dégâts causés par la guerre. Ceci étant, il est important de se rappeler que le processus de construction ne concerne pas uniquement les capacités financières, mais c'est encore plus important. Cela nécessitera la mise en place d'un environnement de sécurité, l'établissement de la justice et la mise en place d'un environnement de transition politique en Syrie. Malheureusement, le régime Assad rend ses perspectives de reconstruction efficace en Syrie tout à fait illusoires à ce stade. Chers collègues, les accords de normalisation signés entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn
ont à nouveau attiré l'attention sur cette région. J'ai tenté de décrire dans mon rapport les différents points de vue qui prévalent en ce qui concerne ces accords, en décrivant à la fois les opposants et les partisans et leurs arguments respectifs vis-à-vis de ces accords. Bien sûr, je comprends ceux qui nous disent que ces accords sont une étape importante pour la réconciliation dans le Moyen-Orient, mais nous devons être vigilants et nous ne devons pas ignorer les éventuels écueils inhérents à ces accords. C'est-à-dire que ces accords pourraient être à la source de beaucoup de déceptions à travers la région et pourraient être perçus comme une trahison de la souveraineté palestinienne. Deuxièmement, ces accords créeront également de nouvelles lignes de division entre les États arabes du Golfe qui sont favorables à ces accords et ceux qui y sont opposés. Et dans cette région fragile, toutes les parties doivent être extrêmement prudentes pour veiller à ce que toutes les nouvelles initiatives ne produisent pas de conséquences non désirées et pour mettre en place les paramètres nécessaires à la résolution du problème palestinien. Dans cette version du rapport, nous avons étoffé la section également sur les partenariats de l'OTAN dans les pays du Golfe. Plus précisément, le rapport fournit une description plus détaillée d'un certain nombre d'activités au titre de l'initiative de coopération d'Istanbul, bien sûr, telles que par exemple la plateforme de coopération mise en place dans la lutte contre le terrorisme et les conseils fournis en matière de transformation du secteur de défense et de planification. Autre réalisation importante, il s'agit par exemple de la création d'un centre régional ICI de l'OTAN au Koweït qui a pour objectif de renforcer la coopération sur les questions de défis de sécurité communs. Enfin, j'aimerais à nouveau souligner le besoin de redoubler d'attention en ce qui concerne le pays irakien, l'Irak. Ces 7 dernières années, ou en 7 ans, pardon, entre 2004 et 2011, l'OTAN a formé plus de 5 000 soldats et 10 000 officiers de police. Plus récemment, les ministres de la Défense alliés ont agréé en principe le renforcement des programmes de formation de l'OTAN en Irak, suite à la demande formulée par les États-Unis pour une implication plus importante de l'OTAN dans le Moyen-Orient. Le secrétaire général de l'OTAN a précisé que l'Alliance était en train d'étudier la possibilité de renforcer sa contribution à la stabilité du Moyen-Orient, mais le périmètre précis de ce rôle étoffé de l'OTAN doit encore être agréé entre alliés. J'aimerais conclure mon exposé en soulignant que le processus de réflexion OTAN 2030 donnera aux alliés l'occasion de porter à nouveau notre attention sur la région du Golfe, cette région qui restera essentielle pour notre sécurité transatlantique dans un avenir proche et qui doit être une priorité, notamment en ce qui concerne la sécurité énergétique. C'est donc une priorité qui doit rester à l'agenda des alliés de manière générale et de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN notamment. Voilà, j'aimerais vous remercier de votre attention et j'attends avec intérêt vos questions. Merci au secrétariat également et merci notamment à Andrius pour son soutien dans la rédaction de ce rapport qui n'était pas une mince affaire. Il est difficile de rédiger un rapport sur ce sujet de par la nature des menaces et des risques qui prévalent dans cette région. Il est encore plus difficile de le rédiger, Monsieur le Président. Si j'ai commis des erreurs, toutes mes excuses. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc vous solliciter pour des commentaires et des questions. Nous allons les regrouper et j'aimerais vous demander d'y répondre de manière groupée également. Andrius, avons-nous des demandes de prise de parole? Oui, nous avons 5 demandes de prise de parole. Alors, tout d'abord, nous avions un délégué israélien, membre de la Knesset, Monsieur Kojinov. Et j'aimerais vous demander de respecter la règle des 1 minute. Merci, je vais essayer d'être bref. Je veux bien qu'on parle des accords qui viennent d'être signés.
Votre rapporteur a dit que cela pouvait créer des failles supplémentaires dans la région du Golfe et pour nous, c'est le contraire. Ces accords Abraham éliminent ces divisions parce que le Moyen-Orient et les États du Golfe et l'État d'Israël, vont voir, la sécurité s'améliorer dans la région et pour nous, le comportement iranien et ce que fait l'Iran dans la région ressemble beaucoup à l'évaluation de l'Arabie saoudite ou des Émirats. Donc on pourrait peut-être créer un Moyen-Orient différent ou des lignes au Moyen-Orient qui sont différentes. Et je souhaitais vous dire que ces accords Abraham ont démontré que nous pouvons progresser sans être pris en otage par la question israélo-palestinienne. Et ces accords ont démontré que le conflit israélo-palestinien n'est pas le problème principal au Moyen-Orient aujourd'hui. Donc nous pouvons suivre différentes voies de manière simultanée et ça pourrait être bien aussi pour nos relations avec l'Europe. Donc voilà notre vision et c'est le point de vue d'Israël et je pense que je représente bien le point de vue de mon pays. Ces accords vont améliorer la stabilité, la sécurité et vont nous permettre d'avoir de nouvelles perspectives en matière de coopération au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe et nous espérons que les Palestiniens ne seront pas les derniers, à pouvoir participer à ce processus. Et une dernière remarque, désolée, d'être si long. La définition de poignarder les Palestiniens dans le dos, nous pouvons voir que les Palestiniens sont en train d'envoyer à nouveau leurs ambassadeurs aux Émirats et heu ont repris leur coopération, sécuritaire et civique avec mon pays. Donc les choses, se passent bien en ce moment et merci, au lord Campbell. Monsieur le président, nous avons 5 autres intervenants sur la liste. J'imagine que vous voulez clôturer la liste. Votre micro est toujours, éteint, donc je rallume votre micro. Oui, oui, il faut, clôturer la liste. Parce que Ahmed doit toujours répondre aux questions. On va faire, une question à la fois. Nous avons monsieur Novrouzov de l'Azerbaïdjan, madame Tsakri de la Grèce, madame, Bobrovska de l'Ukraine, monsieur Formentini de l'Italie et monsieur Roger de la France. Nous pouvons leur donner la parole s'ils respectent tous la règle des 1 minute. Qui intervient maintenant? J'aimerais, remercier le rapporteur pour son excellent rapport. Comme vous le savez, nous nous trouvons, à côté du golfe Persique et nous avons un oléoduc qui, garantit la sécurité énergétique, de l'Europe. L'interprète s'excuse, mais, on n'entend pas, le délégué. Alors nous allons passer à l'intervenant suivant. Je suis désolée, mais on ne vous entend pas. Nous allons passer à l'intervenant suivant et nous redonnerons la parole, à l'élu azéri tout à la fin. Donc maintenant, je donne la parole à madame Tsakri de la Grèce. Merci beaucoup à monsieur Yildiz. La Russie a renforcé son influence en Afrique, au Moyen-Orient et dans d'autres régions aussi pendant la présidence de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que
Ça a aussi été possible à cause des bonnes relations entre Trump et Poutine. L'Occident a moins d'influence. La Turquie aussi a acheté des missiles russes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va à l'encontre des principes fondamentaux de l'Alliance? Et vous parlez de la Chine qui vend des armes aussi aux pays du Golfe. Selon vous, euh, que penserez-vous si la Grèce achetait des armes de la Chine? Et suite à l'élection de Biden, que penserez-vous va se passer aux États-Unis? Selon vous, quelle est l'influence de la Russie sur la Turquie, selon l'OTAN? Eh bien, vous avez posé beaucoup de questions. Je vais laisser notre, rapporteur, répondre, et décider, heu, laquelle des questions que vous avez posées il souhaite répondre. Nous avons madame Solomia Bobrovska de l'Ukraine. Oui, tout à fait. Bonjour de Kiev, je suis heureuse de vous voir tous. J'aimerais vous voir, un jour à Kiev en personne. Je ne voulais pas perdre, trop de temps, mais je voulais vous remercier et merci d'avoir accepté les amendements que nous avons proposés à votre rapport. Mais j'ai une question pour monsieur Ahmed, parce que j'ai proposé un amendement au paragraphe, 26, lorsqu'il mentionne, l'Iran qui a tiré sur un avion de ligne, ukrainien en janvier de cette année. Il est important de souligner qu'il s'agissait d'un missile produit en Russie et que ce sont les services de renseignement américains, heu, qui l'ont dit. Je pense qu'il est important de bien préciser les sources. Donc j'espère que monsieur Ahmed acceptera cet amendement. Merci. Qui est-ce que nous avons maintenant, Andreas? Nous avons monsieur Formentini de l'Italie. Très bien, monsieur Formentini. Merci beaucoup, monsieur le président. Je bonjour, à nouveau. J'aimerais, souligner, la nature novatrice des accords, Abraham. Je pense que c'est un accord qui change vraiment la donne pour, la région, mais c'est un accord qui va avoir, une incidence sur la région du Golfe. Malheureusement, ces, ces lignes existent, ces lignes de fracture. Certains pays ont décidé de prendre parti pour Israël, alors que d'autres pays tels que l'Iran ont choisi le parti de la Chine. Donc voilà l'équilibre que nous avons et maintenant c'est aux Palestiniens de profiter de ces occasions qui découlent des accords signés le 15 septembre à Washington, mais c'est aussi au gouvernement iranien de faire quelque chose. Merci, c'était très bref. Nous n'avons plus monsieur Roget, donc nous sommes arrivés à la fin de la liste. Est-ce que nous avons aussi perdu le représentant azéri? Oui, il n'est plus sur la liste. Eh bien, dans ce cas-là, Ahmed, je vous redonne la parole. On vous a posé beaucoup de questions. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être, bref, parce qu'il est tard. Je respecte, l'optimisme, des collègues, israéliens et italiens quant aux accords, Abraham, mais moi je ne suis pas optimiste parce que je suis cette question depuis très longtemps avec les conférences de Madrid, la conférence d'Oslo et en tant que diplomate aussi, surtout ce qui s'est passé au cours des 3-4 dernières années contre les paramètres, établis, pour ce qui est de la solution à ce problème, enfin moi je ne peux pas être optimiste.
mais j'essaye de refléter les points de vue qui ont été exprimés, c'est-à-dire les points de vue négatifs, mais aussi plus optimistes. Et quand on se rend, en Palestine et en Israël, nous pouvons voir que qu'il est il serait extrêmement compliqué d'établir un État palestinien viable. Le collègue, azéri a commencé à dire, quelque chose et il a commencé à parler, des pipelines. Oui, l'Azerbaïdjan joue un rôle très important pour la sécurité énergétique, de nous tous et j'apprécie beaucoup ce que fait son pays. Et pour la collègue, grecque, elle a dit que pendant la présidence de Donald Trump, la Russie a augmenté, son influence en Afrique et ailleurs. Bien sûr, la Russie a cette, politique de rétablissement de son influence soviétique dans certaines, régions. Mais pour ce qui est de la Turquie est un pays souverain qui décide de ses propres, intérêts nationaux, mais nos intérêts sont bien ancrés dans le bloc occidental, au sein de l'OTAN aussi. L'élargissement de l'influence, russe a commencé avec, l'annexion illégale de la Crimée et ensuite avec, la Syrie aussi. En Syrie, malheureusement, certains alliés, n'ont rien fait pour éviter ce problème. Quand les Russes sont arrivés en Syrie, les alliés n'ont rien fait. Nous avons fait de notre mieux pour, limiter l'influence de la Russie dans certaines parties de la région, mais il a fallu travailler avec la Russie pour, les questions de déconfliction, pour la lutte contre le terrorisme et pour trouver une solution, pour la Syrie, pour l'avenir, parce que les États-Unis sont présentes, la Russie aussi, l'Iran aussi. Donc ce n'est pas une région, simple, mais il est important de se rappeler que la Turquie, lorsque ses frontières ont été violées, ont tiré sur un avion russe. Et pour, l'achat des missiles S-400 de la Russie, l la députée, grecque a dit que cela allait affaiblir l'OTAN et on m'a demandé comment, on réagirait si la Grèce décidait d'acheter des armes de la Chine. Eh bien, j'aimerais lui rappeler que la Grèce a acheté des S-300 de la Russie par le biais de Chypre et ces missiles ont été placés à côté des frontières de la Turquie. Et pour l'achat des S-400, ont été achetés à un moment où la menace syrienne était extrêmement élevée et malheureusement les États-Unis et d'autres, alliés ne souhaitaient pas nous vendre, de missiles antibalistiques ou ne souhaitaient pas non plus déployer leurs propres missiles, au sein de la Turquie. Si ces S-300 jetés par la Grèce, n'affaiblit pas, l'OTAN, eh bien, je pense qu'on pourrait en dire la même chose pour les S-400. La Turquie a dit à plusieurs reprises qu'elle était prête à, reven revenir sur sa position pour les S-400 si on nous si on peut nous expliquer qu'il y a existe un réel risque technique et comment nous pouvons l'éliminer, mais les États-Unis ont refusé de nous expliquer cela. L'amendement de l'Ukraine, elle a mentionné un amendement. Elle a dit que le missile, avait été produit en Russie, celui qui a été utilisé était utilisé pour tirer sur, un avion de ligne, ukrainien. Je ne sais je pensais qu'on le disait dans notre, rapport.
je ne vois pas. Mais je veux bien étudier cette proposition. Ok, je vois. S'il y a des informations qui ont été vérifiées, qu'il s'agissait d'un missile produit en Russie, eh bien, je veux bien l'ajouter ici. Et le secrétariat pourra s'en occuper si c'est démontré. Il n'y a aucun souci. Et pour le collègue italien, il a aussi dit que les accords Abraham allaient changer la donne. Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai des doutes. On va voir ce que fera l'administration Biden. Parce que l'administration Clinton a beaucoup soutenu la solution avec 2 États, mais avec Trump, il y a eu beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de choses ont été faites pour affecter négativement ces paramètres. Donc on va voir ce qui va se passer. Merci. Merci beaucoup. Je dirais qu'on présume qu'il s'agissait d'un missile russe. Mais je pense que la conclusion va encore plus loin. M Monsieur le président, je suis désolée de vous interrompre, mais monsieur Roger de la France est de retour. Il souhaite, intervenir. Vous voulez lui donner, 1 minute? Oui, 1 minute. A minute for France. A minute for France, so long as Oui. they don't. Hold on. A minute for France, so long as they don't beat Scotland. 1 minute pour la France, mais à condition que vous ne battiez pas l'Écosse au prochain match, dimanche. Oui. Vous avez le son? Vous avez le Yes, son? we can. OK. Yes, Bon. we can. Yes, we can. Sur les rapports entre Israël et les pays du Moyen-Orient, bien évidemment, il faut aller vers des solutions qui permettent d'aller à la paix et au dialogue. Mais il ne faut pas oublier, de mon point de vue, du point de vue français souvent, qu'il faut aussi la reconnaissance de l'État de Palestine et que les deux pays vivent chacun dans des frontières sûres, respectueuses les uns des autres. Donc il faut que le travail se fasse là-dessus. Et je voulais simplement dire que sur Vienne, donc sur les problèmes avec l'Iran, il faut absolument que nous reprenions le chemin de la négociation et peut-être que la nouvelle administration Biden permettra de revenir sur cette table. L'Iran avait fait des gestes intéressants, qualitatifs, mais c'est vrai que l'ambiguïté du gouvernement Trump avait masqué cela. Merci. Et excusez-moi, j'avais des problèmes de batterie. Very good. Très bien, merci beaucoup et merci d'avoir été bref. Alors, Ahmet, je pense que vous aviez répondu. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Oui, oui, j'ai bien noté ce qui a été dit. Très bien. Alors, nous allons passer à l'adoption du rapport et je vais demander au secrétariat de l'Assemblée parlementaire de lancer le vote. Donc, vous pouvez voter à l'écran. Vous avez 1 minute pour voter. Êtes-vous prêt donc à adopter ce rapport? Donc, vous pouvez l'adopter, ne pas l'adopter ou vous abstenir. Voilà, ça y est, le vote vient de commencer.
Voilà, la minute de vote est terminée. Donc, le vote va s'arrêter. Nous allons clôturer le vote et nous attendons les résultats qui devraient apparaître. Voilà. Donc, nous avons 14 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Bien, merci beaucoup Ahmed, rapport très intéressant. Et vous avez souhaité l'actualiser, ce qui nous montre à quel point ces sujets sont loin d'être gelés. Ce sont des sujets sur lesquels il faudra continuer à revenir, concernant notamment la position des Palestiniens et d'autres sujets. Je remercie tous ceux qui ont contribué au débat. Ceci conclut cette première réunion de notre commission virtuelle. Je dois avouer que j'avais quelques appréhensions, mais il semble que les choses se soient passées bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc, je tiens à vous remercier tous de votre participation et notamment d'avoir respecté les temps de parole. Le président remercie les interprètes. En effet, le fait de devoir interpréter ainsi des participants qui sont tous à distance, cela forcément crée des difficultés techniques supplémentaires que quand nous sommes dans un centre de conférence. Merci beaucoup et merci à tous les membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Nous nous retrouverons demain à 17h30 heure de Bruxelles, donc 16h heure du Royaume-Uni. Et nous nous retrouvons donc tous demain à 17h30 CET. Bon voyage pour ceux qui vont voyager. Bonne soirée pour les autres. Personnellement, je suis sur le point de me rendre à Édimbourg par train de nuit. Donc, ça n'est jamais aussi confortable qu'on le souhaiterait. Mais voilà, bonne soirée et à demain. Et Andrius, merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'effectivement, tout s'est très bien passé. Nous avons eu une très bonne réunion. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a juste des petits défis techniques et ça, c'est toujours une source de frustration quand la technique nous fait défaut. Mais en l'occurrence, ça s'est bien passé. Et vous allez pouvoir rentrer. Très bien. Nous allons... Bonne soirée et bon retour. Que nous nous parlerons demain matin.